Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15 heures. Tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. Conseil des ministres, 14e séance, 4 projets de loi et 7 projets de décret à l'ordre du jour. Accord de paix a été signé à Rome sous l'égide du Saint et des dieux. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Président sous l'eau, présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 14e séance des conseils des ministres. 11 questions ont été inscrites à l'ordre du jour de ce conseil. La première question a porté sur l'adoption d'un projet de loi contre la traite d'êtres humains et la convention y affrétée. La République djiboutite a déjà ratifié plusieurs conventions relatives à cette question, mais veut renforcer la disposition législative pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Le deuxième point est également un projet de loi qui fixe les conditions de travail en mer et concerne particulièrement les marins qui sont à bord des navires. La convention précise leurs droits, leur protection, leur santé, afin de leur assurer des conditions décentes de travail à bord des navires. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur la ratification de la Convention arabe sur la liberté et les droits syndicaux, ainsi que les mouvements des main-d'œuvre au sein des pays arabes. La quatrième question a porté sur la nomination de M. Hassan Hussein Omar en tant que conseiller technique du Premier ministre. M. Hassan Hussein Omar était ancien président du Conseil régional Tajoura. Le gouvernement a aussi décidé de créer un poste de directeur général adjoint au sein de l'instance représentante l'aviation civile. Écoutons à présent le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 juin 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 4 projets de loi et 7 projets de décret. La première question concerne un projet de loi portant ratification du protocole relatif à la Convention numéro 29 sur le travail forcé de 1930. Djibouti a ratifié la convention en question en 1978. Il est apparu au fil du temps que l'application de cette convention ne répondait plus au défi mondial de lutte contre la traite des êtres humains. Ce protocole complète la convention en matière d'accès aux victimes à une assistance juridique pertinente et à des voies de recours appropriées, y compris à une indemnisation ainsi que la disposition relative aux mesures destinées à garantir que lorsqu'il y a lieu, les victimes de la traite ne soient pas sanctionnées par leur participation à des activités illégales auxquelles elles ont été contraintes de participer. Ainsi, la ratification du protocole s'inscrit parfaitement dans la continuité de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite d'êtres humains, en particulier le travail forcé. La deuxième question est relative à un projet de loi portant ratification de la Convention de travail maritime. Cette convention est un instrument international de l'Organisation internationale du travail qui établit des conditions de vie et de travail décents pour tous les marins qui travaillent sur des navires battant pavillon des pays ayant ratifié la Convention. Cette Convention décrit aussi dans un document unique les droits des marins qui travaillent à bord des navires, notamment des conditions d'emploi équitables, la protection de leur santé, des mesures de bien-être et des conditions de vie et de travail décentes à bord des navires. Cette convention complète aussi les principales autres conventions de l'Organisation maritime internationale relatives à la sécurité des navires et à la protection de l'environnement marin. La troisième question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et les droits syndicaux. En sa qualité de pays membre de l'OAT, Djibouti a ratifié le 1er décembre 2012 la loi numéro 108 par la loi numéro 108-1 2012, 6e législature, la Convention arabe numéro 4 concernant le mouvement de la main-d'œuvre, révisée sur les 19 conventions arabes de travail qui sont actuellement en vigueur. La ratification de cette convention démontre l'engagement de notre pays en faveur de la liberté syndicale qui a connu un élan sans précédent suite aux amendements apportés au Code du travail relatif à certaines dispositions de la liberté syndicale. Aussi, toutes les dispositions de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et les droits syndicaux de 1977 sont conformes à notre législation du travail.
La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination de M. Hassan Hussein Omar, ancien président du Conseil régional de Tajoura, qui est nommé conseiller technique du Premier ministre. La cinquième question est relative à un projet de décret complétant le décret numéro 2016-072 par ministère de l'Équipement et des Transports, modifiant le décret numéro 2015-272 par ministère de l'Économie, ministère de l'Équipement et des Transports, portant organisation et fonctionnement de l'autorité de l'aviation civile. Il est apparu nécessaire de procéder à la création d'un poste de directeur général adjoint afin d'épauler le directeur général dans la gestion des activités aéronautiques de Djibouti. L'aviation civile est le régulateur national en matière de réglementation et de procédures d'application de tout ce qui a trait à la sécurité des vols au-dessus de notre espace aérien. À cela s'ajoute le volet de la sûreté aéroportuaire. La nécessité d'accélérer le processus de développement de l'aviation civile djiboutienne a motivé la création d'un poste de directeur général adjoint pour soutenir le directeur général dans l'accomplissement de ses lourdes tâches. La sixième question concerne un projet de décret concernant une série de nominations. Mme Safia Abdallah Boullo et M. Hussein Idriss Samriye sont nommés conseillers techniques auprès du ministre de l'Éducation nationale. M. Abdallah Ismail Abbas est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et du Transport. M. Dileta Sultan Mohamed est nommé directeur des Transports et M. Ali Ahmed Youssouf est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports. M. Ousmane Roble Guiré est nommé directeur des statistiques, des études prospectives et des affaires juridiques en remplacement de Mme Fatouma Awal Ousmane, élue maire de Djibouti. M. Hussein Abdiraghe est nommé inspecteur général du bureau d'enquête et d'analyse au ministère de l'Équipement et des Transports. M. Abayazid Ibrahim Mahammake est nommé conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports. La septième question concerne un projet de décret portant création et fonctionnement du comité interministériel de pilotage du projet de résorption des bidonvilles dénommé Programme Zéro Bidonville. La situation de très forte urbanisation dans notre ville a relevé les besoins en logement et a conduit les autorités nationales à placer le secteur du développement urbain et de l'habitat parmi les priorités pour les investissements publics et privés. Aussi, le gouvernement se propose d'engager les réformes et les actions nécessaires pour atteindre les orientations prioritaires de sa politique du logement. Le programme national Zéro Bidonville a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de l'habitat des populations urbaines, des quartiers précaires, en leur apportant une réponse opérationnelle et durable. Le programme national Zéro Bidonville a identifié 5 axes d'intervention. La restructuration des quartiers précaires, la prévention des installations spontanées par l'augmentation de l'offre de parcelles de terrain et de logements adaptés, l'amélioration de la qualité de l'habitat à travers des mécanismes financiers appropriés, la création d'emplois et de centralités secondaires et la mobilisation communautaire et sociale pour susciter l'appropriation des habitants. Ce comité interministériel est appuyé par un comité technique et un comité de coordination de l'investissement. Et l'annexe du parti politique RPP a organisé hier soir un iftar collectif et une opération de distribution de nouveaux vêtements aux enfants des familles pauvres de la ville d'Arta. Cet événement qui s'est déroulé au sein de l'école hôtelière, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yoni Ali Guedi, et les députés de la région, à savoir Djibril Abdillahi Migane et Omar Wabri, y ont pris part à cette journée. Le préfet de la région, Abdullahi Dalalokiye, le président du conseil régional, M. Elmi Bouh Goubet, ainsi que la présidente de l'annexe RPP d'Arta, M. Omar Ahmed Farah, ont assisté également à cette cérémonie de distribution de vêtements à ces jeunes issus de familles démunies.
Et nous continuons avec cette soirée destinée à la compréhension de l'histoire du pays pour les plus jeunes qui a eu lieu hier soir à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette initiative a été prise dans le cadre des célébrations des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Un court-métrage sur l'histoire et le combat pour l'acquisition de la souveraineté nationale a été projeté à plus de 200 enfants issus de tous les centres de développement communautaire de la capitale. Cette initiative permet aux jeunes de connaître l'histoire de notre pays pour retrouver sa liberté et se débarrasser des colons français. C'est à proximité de l'UNFD que le drapeau djiboutien a été élevé pour la première fois. Les femmes ont contribué à cet événement. Elles ont fortement participé et pris part à ce combat pour la naissance de la République de Djibouti. ont participé donc à cette soirée chez le secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, la secrétaire d'État de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mme Amina Abdi. Et cette rencontre de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République du Soudan, M. Ahmed Ali Barré, a été reçue ce matin par le M. Abdelrahim Moussa, ministre de la Jeunesse et du Sport de la République du Soudan, en visite officielle. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets importants tels que les relations bilatérales entre les deux parties frères, surtout dans le domaine du sport, de la jeunesse, les modalités de coopération et d'échange des visites entre les deux ministres. Les deux personnalités ont aussi évoqué la visite du club djiboutien Djibouti Télécom qui a été accueilli par l'un des deux plus grands clubs soudanais et le niveau de jeu de ces clubs par contre. Ils ont aussi évoqué d'autres domaines sportifs dans leur entretien tels que le basket, le tennis, le football féminin. De son côté, l'ambassadeur a tout d'abord félicité le ministre pour cette confiance portée en sa personne par le président de la République, suite qui lui a transmis un message personnel du ministre djiboutien de la jeunesse et des sports, M. Hassan Kamil. L'ambassadeur a par ailleurs souhaité voir organiser un tournoi aussi annuel entre deux clubs de chaque pays pour le but d'améliorer le niveau de jeu des clubs. Et dans l'actualité nationale, toujours dans le cadre de la dynamisation des centres de développement communautaire, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a entamé un vaste programme pour insuffler une nouvelle dynamique à cette structure par excellence de concertation entre le pouvoir public et la population. En effet, après le test d'évaluation du niveau académique des responsables des CDC, s'en est suivi une inspection générale sur le terrain pour constater de visu le savoir-faire et l'expérience de ces derniers sur le terrain, soit au sein du même CDC. La troisième étape donc de ce programme a débuté ce matin au Centre technique national et consiste à former les directeurs et les animateurs sur les notions de développement communautaire et les missions des CDC. C'est là qu'aujourd'hui, il y a une formation qui débute, formation qui a pour titre former les directeurs et les animateurs, les rendre responsables de leur centre. Cette formation durera 3 jours, du mardi 20 au jeudi 22, et nous espérons sincèrement que cela portera ses fruits. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment avec l'accord de paix signé à Rome sous l'égide du Vatican. Le gouvernement centrafricain a signé hier à Rome un accord de paix avec les groupes armés du pays sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Edigieto. Les discussions avaient débuté en novembre 2016. Les 14 groupes armés se sont engagés à un cessez-le-feu immédiat sur les territoires centrafricains sous le contrôle de la communauté internationale. Accord qualifié d'historique. L'accord fait 16 pages et c'est le fruit d'un long travail dur, sincère, débuté en
en novembre 2016. Les Centrafricains sont fatigués, chez les groupes armés également. Soupire-t-il, l'accord de paix prévoit un cessez-le-feu immédiat. Certes, il n'y a pas de calendrier en tant que tel pour que les armes soient enfin déposées sur Saint-Diéléo. Y croire ne ce serait pas un énième accord. Les accords armés reconnaissent les autorités en place légitimes, peut-on lire sur les documents. Ils s'engagent donc à se désarmer dans les prochains mois. Le calendrier n'impose pas de date butoir. Et voilà, c'est l'essentiel pour ce 15h. Merci à vous de les avoir suivis. Restez avec nous pour le Minute de Focus. Camississima pour hommes. L'élégance et la classe du style italien. Pour toutes les occasions. Camississima chez Svams. Désormais, faites vos achats en ligne avec la Mastercard de la Poste de Djibouti. Depuis chez vous, participez aux enchères sur eBay, achetez des nouveautés sur Amazon, Zalando, Fnac et bien d'autres encore. Vous trouvez que le transport coûte une fortune? Eh bien, la Poste de Djibouti a mis en place pour vous un système d'adresses en France et un envoi groupé pour réduire considérablement le prix du transport de vos colis. Pas besoin de compte bancaire et le système est entièrement sécurisé pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Pour vous procurer votre Mastercard, rendez-vous au guichet de la Poste de Djibouti. Pour plus d'informations, appelez le 21 35 16 16 ou le 21 35 48 02. À la Poste de Djibouti, on parie sur votre sourire. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le Minute Focus. Choukri Ali Boulali nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Choukri. Bonjour la Fatide. Donc nous allons revenir sur cette journée internationale mondiale des réfugiés. Quel point allez-vous nous évoquer? Effectivement, aujourd'hui c'était la journée mondiale des réfugiés qui a été également célébrée à Djibouti, comme vous l'avez vu dans cette édition du 15h. En présence du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed. Plus de 65 millions de déplacés et réfugiés en 2016. C'est un nouveau record pour l'année dernière. Le rapport rendu public par le Haut Commissariat pour le réfugié, le HCR, fait état de 65,6 millions de personnes réfugiées ou déplacés à l'intérieur de leur pays. C'est 300 000 de plus qu'en 2015. Le continent africain est le continent le plus touché par ces mouvements de population, notamment au Soudan. Parmi les 10 pays que l'on a le plus fui l'année dernière, 7 se trouvent en Afrique, dans le Sud-Soudan, le Burundi, la Centrafrique, l'Érythrée, la République démocratique du Congo, le Soudan ou encore la Somalie. Comme dans le reste du monde, les réfugiés restent la plupart des temps dans les pays voisins. Le problème est que ces pays d'accueil manquent crucialement des moyens pour accueillir toutes ces personnes dignement et l'aide internationale n'arrive toujours pas à arriver dans les pays d'accueil négatif. Et dans l'autre sujet qu'on va aborder dans ce focus, c'est l'étudiant américain qui a été
été libéré par Pyongyang, qui est décédé. Donc, moins d'une semaine après avoir été libéré par Pyongyang, l'étudiant américain Otto Warmbier est décédé ce lundi. C'est ce qu'a annoncé donc sa famille. Il avait été rapatrié aux États-Unis alors qu'il se trouvait dans le coma avec des graves lésions cérébrales. Moins d'une semaine après sa libération par les autorités nord-coréennes pour raisons humanitaires, Otto Warmbier est décédé donc ce lundi. L'étudiant américain de 22 ans, condamné en mars 2016 à 15 ans de travaux forcés pour agissement contre l'État, en l'occurrence pour avoir tenté de dérober à son hôtel de Pyongyang une affiche de propagande, était dans le coma depuis plus d'1 an et souffrait des graves lésions neurologiques. La Corée du Nord a tenté de justifier l'état de l'Américain en affirmant qu'il avait contracté le botulisme, une maladie infectieuse qui peut aboutir à une paralysie des muscles, notamment respiratoires. Mais Fred Warmbier, le père d'Otto, avait assuré que son fils avait été brutalisé durant sa détention. Les médecins du centre médical de Cincinnati, où l'étudiant avait été pris en charge après son rapatriement, avaient apporté qu'il n'y avait aucune trace de botulisme dans son organisme. La cause des lésions neurologiques dont souffrait Otto reste encore toujours, dès aujourd'hui même, inconnue. Selon lui, ce type de lésion cérébrale, toutefois, est en général considéré comme la conséquence d'un arrêt cardio-respiratoire lorsque l'irrigation du cerveau en sang est insuffisante pendant un certain laps de temps, résultant en la mort des tissus cérébraux. Les résultats de 2 IRM envoyés par la Corée du Nord ont permis donc aux médecins d'établir que les lésions au cerveau du jeune homme dataient d'avril, avant même avril 2016, affirme le New York Times. C'est-à-dire Otto Warmbier était déjà mort 1 an en avant, mais il était bien sûr vivant grâce aux machines qui les tenaient encore en vie. C'est déplorable. Merci beaucoup, Choukri, pour ces analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez ici, les infos continuent sur Télé Djibouti.